Nous, on est même moins fatigués. Je trouve que la charge mentale qu'on a diminue avec l'usage de l'IA. C'est autant d'aides qui font que là aussi, il y a du gain sur l'accès aux soins, la baisse de la charge mentale. Et alors l'IA, pour quelle profession, pour quel mode d'exercice? Pour toutes et tous. 10 ans, non, je crois que personne ne peut imaginer ce que sera l'IA dans 10 ans. Comment l'intelligence artificielle, dite IA, va révolutionner le monde de la santé et à quoi ressemblera le futur du soin? Vos questions, nos réponses, avec 2 invités tout particuliers. Bonjour. Bonjour. Vous êtes médecin généraliste près de Nantes où nous tournons et vous êtes, on peut le dire, l'un des co-constructeurs les plus actifs de nos fonctionnalités. Et vous êtes aussi, je crois, l'un des médecins les plus connectés de France. Et en tout cas, vous postez beaucoup tous les jours, ce qui nous permet d'avancer tous les jours dans le bon sens. Je pense que vous avez beaucoup de questions sur l'IA et vous allez être un petit peu la voix des soignants qui nous regardent aujourd'hui. Loïc Charpentier, bonjour. Toi, tu es directeur produit chez Doctolib. Tu as coordonné de A à Z le développement de l'assistant de consultation Doctolib avec tes équipes. Tu vas pouvoir répondre à toutes les questions que les gens se posent et nous partager aussi quelques petites anecdotes. Avant de plonger dans ce qui nous attend dans le futur, on va parler des avancées concrètes. Au micro de France Inter, le fondateur de Doctolib disait, je le cite, « L'IA dans la santé, ça existe depuis des années, mais majoritairement dans des dispositifs médicaux, pas forcément dans le quotidien des patients et des soignants. » Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que vous attendiez plus d'IA en santé? Oui, ça fait longtemps que je rêvais d'IA en santé. Mais c'est vrai qu'au départ, oui, l'IA, on l'avait dans les systèmes de traitement d'images, la radiologie, les mammographies, les scanners, mais pas vraiment dans notre quotidien, nous. On n'a pas, par exemple, de système d'IA pour le traitement des ECG, encore, alors que ça pourrait être là. On n'a pas non plus d'IA pour le traitement de la biologie. Donc il y a encore beaucoup de potentialités à explorer. Et alors, justement, partant un peu de ce constat pour prendre le virage de l'IA, vous l'avez vu et puis vous l'avez testé aussi, Doctolib a développé et a sorti depuis plusieurs mois un assistant de consultation sur lequel on va revenir très rapidement. Pour l'instant, on est très heureux des premiers retours des utilisateurs. On peut lire pour certains que c'est un vrai bouleversement de leur quotidien. Comment vous avez accueilli justement l'arrivée de cet assistant? J'attendais déjà depuis longtemps puisque je ne sais pas si je peux le dire, mais je testais déjà le concurrent qui s'appelait Nabla. Dès que j'ai vu Nabla arriver, j'ai interpellé le fondateur de Doctolib pour lui demander s'il envisageait d'intégrer Nabla à Doctolib. Je crois que Doctolib a racheté une société suisse. Tapeless, qui nous a aidés sur en effet toute la dimension vocale. Pour toi, Loïc, cet assistant, c'est avant tout quoi? Cet assistant, il va permettre de réaliser la prise de notes automatique pendant la consultation. Concrètement, il va proposer des suggestions de ce qui a été dit dans l'échange entre le médecin et le patient en faisant le tri des informations pertinentes médicalement à intégrer. Puis ensuite, c'est le soignant, le médecin qui va avoir la main pour valider, confirmer, éventuellement corriger un petit peu, amender ce qui est dit pour que le dossier soit exhaustif, complet et sans effort. Donc ça, on pourra en parler un petit peu, mais avec énormément d'avantages sur le temps qui est rendu, du temps de qualité qui est rendu pendant ce temps de consultation qui est très, très court. Donc vous l'utilisez déjà, docteur. Qu'est-ce que ça vous apporte dans votre quotidien? Alors, il n'y a pas que des bénéfices parce que je trouve que l'implantation n'est pas encore parfaite. Je pense qu'on est au début, c'est une première étape. On a déjà une IA qui n'est pas intégrée, qui ne travaille pas avec le dossier médical. La prochaine étape, je pense que l'IA travaillera avec les antécédents du patient, avec le traitement, avec le dossier. Et donc, elle sera plus pertinente puisqu'elle travaillera sur les antécédents. Là, par exemple, si un patient nous dit qu'il a un diabète, l'IA ne va pas chercher dans le volet antécédent de son dossier de quand date le diabète, quel est le traitement. On est vraiment, pour l'instant, dans un module qui n'interagit pas complètement avec le dossier. Docteur, vous l'avez mentionné, ce que ça permet, ça va être vraiment la partie prise de notes et synthèse de ce qui est dit. Et le fait que ça soit intégré, comme vous l'avez mentionné, il y a un intérêt à aller plus loin, à prendre en compte le contexte connu du patient. Mais peut-être que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce que ça permet aujourd'hui. Ça nous libère du clavier, parce que moi je suis à l'aise, je tape très vite avec mes 2 mains, sans regarder mon clavier, mais il y a beaucoup de médecins qui sont pas du tout habiles. Pour eux, le clavier, c'est un énorme problème. Donc, ils passent leur temps à taper en regardant le clavier et pas le patient. Donc, ça, on retrouve le contact visuel avec le patient et on l'écoute. Puis, ça a pas mal d'avantages aussi, parce que quelquefois, pendant que le patient parle, nous, on regarde le dossier. On regarde les anciens examens qui sont arrivés, la biologie, et on rate des informations que nous donne le patient. Par contre, quand on fait la synthèse, on voit que l'IA a noté des choses qu'on n'avait pas notées, nous. Et donc, on peut revenir et poser des questions. Donc, ça permet quand même d'avoir des comptes rendus beaucoup plus réalistes. Et moi, je me rends compte, en lisant, que j'ai oublié que le patient m'a dit ça à tel moment, que je l'ai pas enregistré. Et donc, je peux revenir et lui poser des questions.
Et ça, c'est tout à fait intéressant. Se concentrer sur l'écoute Oui. et le soin, regarder son patient dans les yeux, compléter davantage, un peu sans effort, le dossier patient et se libérer du clavier. Tout à fait. Bon. Par contre, à la fin, on doit quand même bien vérifier ce qu'a fait l'IA, la synthèse, parce que quelquefois, on doit nettoyer. Il y a des choses qui nous posent problème aujourd'hui, c'est les antécédents qui sont ajoutés par l'IA et qui sont soit des doublons, soit sont faux. Et donc, pour l'instant, l'IA a un petit peu de problème à faire le tri. Et en effet, ça, docteur, c'est un point que vous remontez qui est très important. Deux éléments, je pense, importants à mentionner autour de ça. La première chose, c'est comme on disait, l'IA, elle est vraiment comme une aide. Elle vient pas remplacer la prise de notes automatiquement. Elle est là pour être des éléments de suggestion qui vont être revus, qui doivent être revus pour s'assurer que tous les éléments sont bien factuels, de bonne qualité. Comme vous le mentionnez, il y a ce petit temps de relecture associé. Le deuxième élément, c'est qu'on travaille de manière continue à améliorer la qualité de ces modèles, de l'outil en lui-même. Et donc les retours que vous nous faites autour de les axes d'amélioration, les éléments à retirer ou à ajouter, c'est autant d'éléments qu'on a pu avoir au moment de la co-construction au début, mais qui continuent en fait au quotidien et qui reste une très grande priorité qu'on a sur l'année qui vient. D'autant plus que l'IA apprend aussi en continu, j'imagine. Tout à fait. Moi, je me souviens au tout début, je faisais des examens de l'épaule, donc je mesurais les amplitudes. Donc au début, j'avais plein d'erreurs. Mais maintenant, c'est parfait. Je n'ai jamais à corriger. Pareil pour le genou, pareil pour la hanche. Enfin, voilà, on voit vraiment les performances du système. Si on pouvait être déçu au départ, maintenant, on est quasiment parfait. Et ça, c'est un élément, une caractéristique, je pense, qui est intéressante à avoir en tête quand on parle d'IA. C'est en effet cette logique d'apprentissage. Enfin, c'est une matière malléable, entre guillemets, hein, qui change un petit peu, on va dire, de ce qui pouvait être fait avec des technologies qui existaient auparavant. On est une seule équipe avec les soignants et on est dans le quotidien à aider les soignants. Cette création d'IA, elle est complètement alignée avec cette philosophie d'utiliser les retours des soignants pour créer les logiciels et les améliorer surtout. Donc, et je crois que tu avais quelques petites anecdotes à nous partager. On en parlait un tout petit peu au début. Il y avait des choses soit oubliées, comme vous le mentionnez, docteur, mais il y avait aussi des choses pas comprises. On a eu des formulations du type cérumen dans les oreilles qui était du popcorn dans les oreilles, des petites choses où ça faisait bien sourire. Et donc ça a fait partie aussi de cette phase d'apprentissage, de création, où on est parti de quelque chose où on se disait c'est un mauvais externe, entre guillemets, et puis progressivement, cette IA a appris à suivre ce qu'on souhaite avoir dans un compte-rendu de qualité médicale. Et ça, c'est grâce au retour qu'on a pu avoir, grâce au travail avec les médecins utilisateurs, avec des médecins experts avec qui on travaille au quotidien, qui nous aident justement à comprendre ces bonnes pratiques, ces règles à appliquer. Donc, l'assistant assiste, mais il ne se substitue jamais aux soignants. Exactement. Docteur, je ne sais pas si vous voulez en dire un mot, mais... Non, mais peut-être qu'il va se substituer un jour à nous, il va nous aider. C'est ce que moi j'aimerais d'ailleurs. Il y a eu beaucoup d'enthousiasme, mais forcément il y a eu aussi des questions, notamment sur la sécurité des données. Est-ce que c'est une interrogation que vous avez partagée ? Mais c'est vrai qu'il y a une question importante, les gens sont inquiets, surtout ce qu'on va faire de leurs données. Les gens savent que les données Doctolib sont hébergées par Amazon Web Services, les dossiers médicaux, etc., l'agenda. Par contre, le module d'IA, c'est traité par Microsoft, par Azure. Et donc ça, je crois que pas beaucoup de gens le savent. Et lors du précédent podcast, ça n'a pas été évoqué, que les données étaient traitées aussi chez Azure. En effet, docteur, on fait appel à plusieurs fournisseurs. Mais avant ça, avant de rentrer dans ces détails, je voudrais donner un petit peu de contexte sur comment les données sont traitées, qu'est-ce qui se passe, comment fonctionne cette assistant de consultation. Donc en fait, l'assistant est basé sur la voix, la discussion entre le médecin et le patient. Et donc cette voix, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle ne va pas être conservée. Elle va être traitée pour en faire la synthèse écrite, mais elle ne va pas être conservée sur les serveurs, elle ne va pas avoir de conservation dans le temps. La discussion en elle-même, l'échange textuel, lui, va être conservé pendant 48 heures pour permettre aux professionnels de santé de relire, de s'assurer que tous les éléments ont bien été pris en compte. Et donc, comme vous le mentionnez tout à l'heure, s'assurer qu'il n'y ait pas des petits détails qui étaient oubliés. Et donc, vraiment donner tous les moyens pour que cette synthèse finale, qui est le seul élément qui va être conservé, soit de meilleure qualité possible. D'un point de vue hébergeur des données et fournisseur des modèles IA et de l'infrastructure, on va dire, on fait appel à plusieurs fournisseurs. Donc, historiquement, plus AWS. Sur ce module IA, un peu plus Azure.
mais avec derrière des garanties qui sont l'hébergement en France, en Europe, les agréments de ces fournisseurs qui sont des hébergeurs agréés de données de santé, donc qui permettent de garantir des niveaux de sécurité et de fiabilité qui sont associés à des applications dans la santé. Il faut bien insister sur le fait que les synthèses de consultation disparaissent des serveurs d'Azure au bout de 48 heures, même si j'ai vu sur le forum de Doctolib qu'il y a des gens qui aimeraient qu'elles durent plus longtemps. Par exemple, les psychologues ou les psychiatres qui aimeraient, parce qu'ils n'ont peut-être pas le temps au moment, dans les 48 heures, de relire. Donc c'est là où il faut trouver la bonne balance en donnant assez de flexibilité à toutes les professions de pouvoir rédiger et valider cette synthèse plus tard. Ce que vous nous avez expliqué, c'est que quand on envoie la synthèse, vous ne l'avez peut-être pas dit tout à l'heure, quand il y a l'enregistrement de la consultation, que c'est envoyé sur les serveurs d'Azure, les données sont anonymisées. C'est-à-dire que s'il y a des données identifiant le patient, elles sont retirées. Exactement, docteur. Et donc, si on envoie des requêtes aussi sur un point de diagnostic, sur une conduite à tenir, ça serait bien que ça se passe aussi par l'IA, afin d'éviter que des données confidentielles soient divulguées sur Internet. Et alors, on nous a posé la question justement en ligne, comment ça se passe en termes de consentement du patient? Et je pense qu'il y a quelques bonnes pratiques qui peuvent être essentielles. Peut-être qu'il faudrait demander au patient avant, lors de la consultation, lorsqu'il prend son rendez-vous, est-ce que vous lui expliquez ce qui va se passer pour qu'il donne son préaccord? Donc je pense que des gens pourraient gagner du temps. Ce qu'on propose, c'est d'informer le patient, qu'il soit au courant que cet outil est en train d'être utilisé, mais de la même manière que on l'informe et il est au courant que vous utilisez un logiciel pour prendre les notes du dossier. Et donc la pratique, je pense, qui est la plus simple, c'est l'affichage d'une petite notice d'information dans le cabinet, en salle d'attente. Si vous préférez le mentionner à l'oral, c'est aussi tout à fait possible. En tout cas, je pense que cette information, elle est importante, avec la possibilité de s'y opposer si le patient n'est pas d'accord. Un sujet que vous partagez aussi Oui, ça amuse plutôt les gens, ça les intéresse, ça les intrigue. J'ai jamais vu de refus. Nous, on est même moins fatigués. Je trouve que la charge mentale qu'on a diminue avec l'usage de l'IA. On a parlé beaucoup des avancées concrètes et maintenant, je sais que vous l'attendez aussi, docteur, on va se tourner un petit peu vers le futur. Donc, qu'est-ce que permettra l'IA dans la santé demain concrètement? Qu'est-ce que peuvent attendre les soignants pour la suite? Les médecins et ceux également qui ne sont pas médecins. Docteur, qu'est-ce que vous attendez de l'IA dans la santé et qu'est-ce que vous attendez de Doctolib pour la suite? On va tout participer le Doctolib parce que dans la santé... Alors, le Doctolib. C'est très large, effectivement. Oui, voilà, on va se concentrer sur Doctolib. On a déjà une IA qui nous résume notre consultation. C'est déjà très, très bien. Mais ce que moi j'ai envie de dire, c'est l'avenir, c'est toutes les aides. Ce qui rend difficile le métier, par exemple, de médecin généraliste, c'est qu'il faut être compétent en tout. Il faut être bon en médecine, mais il faut aussi avoir des notions administratives, savoir que tel salarié est fonctionnaire territorial ou de la fonction publique hospitalière. Les conduites ne sont pas les mêmes, les arrêts de travail ne sont pas les mêmes. Et donc ça, on pourrait attendre que l'IA nous aide aussi là-dessus. On a aussi des patients qui nous interrogent parce qu'ils ont une situation personnelle. J'avais hier une dame qui... faire sortir de l'hôpital et qui a une maladie mentale et qui ne pourra plus reprendre le travail. Donc j'avais une demande de sa famille pour savoir ce qu'ils allaient pouvoir faire d'elle. Et donc, bien sûr, on n'est pas compétent pour tout ça. On n'est pas sciences sociales, on n'a pas toutes les connaissances. Donc on pourrait imaginer que l'IA nous aide. On pourrait imaginer aussi que l'IA nous aide à aller chercher des informations dans le dossier médical personnel des patients, faire une sorte de résumé. On a aujourd'hui des IA qui font des résumés d'articles ou de courriers. Donc on pourrait imaginer aussi que l'IA fasse une requête à aller chercher des informations. Quand j'avais l'ancien logiciel qui était Axis Santé, je voyais 35 personnes par jour à peu près. Quand je suis passé à Doctolib, je suis passé à 40. Et là, avec l'IA, je suis plutôt à 45 par jour, dans le même temps de la journée, avec la même fatigue mentale. Et donc, je pense que vous pourriez aussi travailler sur ce sujet de l'amélioration des performances, en fait, grâce au logiciel. Pendant 20 ans, moi je suis informaticien depuis très très longtemps, depuis 1993. Les logiciels n'ont pas bougé pendant 20-25 ans. Le seul logiciel qui a fait bouger les choses, c'est Doctolib, il y a 3 ans. Alors au début, Doctolib, le logiciel était quand même pas très, très perfectible. Mais par exemple, j'ai beaucoup travaillé avec Doctolib, avec les équipes pour faire évoluer les antécédents. Aujourd'hui, on a les antécédents qui sont très très structurés et qui nous servent de base pour gérer l'histoire médicale du patient et même pour rédiger les courriers. Ça va très très vite. Si on a bien structuré son dossier, si on a un bon dossier médical, si on a des bons antécédents, on peut faire des courriers extrêmement rapidement. En 1 minute, on fait un courrier à un spécialiste. Ça doit être très grisant. Oui, c'est très très vite. Et les retours que j'ai des courriers que je fais sont très intéressants. En fait, je les retrouve copier-coller dans les synthèses de l'hôpital. Donc on pourrait imaginer aussi qu'il y a un travail là-dessus, grâce à l'IA, de structuration du dossier médical. Ce qui est pas fait actuellement pour mettre
pour augmenter la chronologie, pour mettre en tout ce qui est un petit peu ancien, que soit caché. Donc on pourrait aussi imaginer qu'il y ait un travail de l'IA là-dessus. On a un gros point noir dans nos logiciels médicaux aujourd'hui, c'est la gestion des interactions médicamenteuses. C'est le module Vidal qui est utilisé et c'est quasiment inutilisable. Enfin, on a des tas d'alertes, c'est très compliqué. Donc on pourrait imaginer que dans l'avenir, l'IA aussi nous fasse une synthèse de l'ordonnance et nous sorte ce qui est vraiment important dans les interactions, dans les surdosages. Donc on a beaucoup de choses comme ça. Beaucoup de perspectives pour aider, pour soutenir les soignants. J'ai vu un patient qui m'a raconté, il était avec ses parents, c'est un patient qui prend 2 médicaments anti-épileptiques. Et en fin de consultation, son père m'a fait part d'un problème très gênant socialement pour ce patient qui présente une érection quasi permanente. C'est un jeune homme très grand, un peu timide, et donc ça a un impact social très important pour lui. Et donc la question, c'est de savoir si les 2 médicaments qu'il prend anti-épileptiques sont la cause de cet effet secondaire très gênant socialement. Quand vous êtes médecin généraliste, ça vous arrive souvent ce genre de choses, de questions, mais vous ne savez pas tout. Et donc comment fait-on pour répondre à ce genre de questions? Actuellement, on peut demander une telle expertise. Il faut la rédiger, etc. Puis trouver la bonne personne qui va répondre. Donc on pourrait imaginer que l'IA, un jour, on puisse y poser directement la question. Et qu'elle puisse, même en cours de consultation, au bout de quelques minutes, faire une requête sur une base de données, etc., un système expert, et ensuite nous expliquer quelle est l'hypothèse la plus probable. Oui, tout à fait. Donc, vous le mentionnez, voilà, on imagine, on se projette dans ce qui va être possible. Le fait que cet assistant, justement, va avoir le contexte de ce qui est en train d'être échangé, on peut tout à fait, on travaille sur ce système qui va pouvoir, du coup, contextuellement à la discussion qui est en train d'avoir lieu, avoir accès à ce genre de questions, avoir, peut-être vous le mentionnez, la téléexpertise, préparer cette téléexpertise si finalement vous préférez, le meilleur moyen c'est d'aller obtenir cette expertise ou avoir un premier niveau de réponse en allant chercher les informations. C'est autant d'éléments qu'on a en tête, évidemment. L'aide au diagnostic, etc., sont des choses aussi qui peuvent intéresser d'autres professions. Et il est envisagé aussi pour le domaine clinique. On fait des bêta-tests, je crois, déjà, pour pouvoir l'étendre. Et alors, l'IA, pour quelle profession, pour quel mode d'exercice? J'ai envie de dire, un peu pour toutes et tous, c'est en fait aujourd'hui... on a beaucoup parlé là de profession médicale, médecin. On a réfléchi à ce que l'assistant puisse être disponible pour notamment les psychologues qui nous ont fait beaucoup de demandes qui ont des consultations très longues où il y a beaucoup de choses à noter, où des détails dont on parlait tout à l'heure sont très importants. Donc ça, c'est un cas d'usage qu'on a en tête sur lequel on travaille. Avec les kinés, par exemple, tout ce qui va être la dimension facturation, où il y a un besoin de transformer cette prescription du médecin en une facturation, tout ce travail-là, c'est autant de travail administratif qui peut être simplifié grâce à l'IA. On évoque beaucoup sur la manipulation de la connaissance médicale et la connaissance autour du patient. Il y a aussi d'autres initiatives en cours qui vont avoir une dimension plus administrative. Je pense notamment au travail qu'on est en train d'avoir sur l'assistant virtuel téléphonique qui a été développé en Allemagne, qui est aujourd'hui utilisé par 3500 soignants, un peu plus, et qui permet en fait aux patients qui sont peut-être un peu moins à l'aise avec le digital et l'accès avec une application. Ils vont permettre directement au téléphone de prendre rendez-vous 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, de pouvoir laisser des informations, demander des informations au secrétariat et donc fluidifier, on va dire, le flux d'appels et donc fluidifier et réduire la charge des secrétariats dans les cabinets. Donc ça, on l'a déjà vu. Chaque fois qu'il y a un peu ce sentiment de se dire mais je devrais pas avoir à faire ça, on va essayer de répondre à ça, notamment avec l'IA, pas que, mais notamment avec l'IA. On a une vingtaine d'initiatives autour de l'intelligence artificielle qui vont impacter la totalité des différentes activités qu'il peut y avoir au sein d'un cabinet. Et donc, notre objectif, c'est de pouvoir continuer à réduire la charge mentale, simplifier l'accès aux soins, permettre de mieux soigner ses patients. Et donc ça arrivera dans les mois, années qui viennent. On va continuer à travailler là-dessus. Et qu'est-ce que vous pensez justement de cet assistant virtuel téléphonique à venir? J'ai vu quand Doctolib a racheté, c'est une société berlinoise, je crois. Donc ça m'a beaucoup intéressé. Je me dis, j'ai interpellé votre patron pour lui demander quand est-ce qu'on l'aurait en France. Avec lequel vous êtes en lien régulièrement, je crois. Exactement, oui. On vous parle comme ça de choses et d'autres. J'ai trouvé ça tout à fait intéressant, oui.
Alors il paraît qu'en Allemagne c'est un peu différent parce que les gens aiment bien appeler les secrétariats médicaux pour prendre des rendez-vous, beaucoup plus qu'en France. Mais en France, on a quand même, il y a 20% de gens qui sont frappés d'électronisme, c'est-à-dire qu'ils ne sont absolument pas à l'aise avec l'informatique. Et ces 20% de gens, ce sont aussi des gens qui sont âgés, donc qui sont souvent malades, qui ont des pathologies assez lourdes et qu'il ne faudrait pas exclure du système de santé. Parce qu'aujourd'hui, la prise de rendez-vous exclusive, dans mon cas, c'est par Doctolib. 95% de mes patients prennent rendez-vous tout seuls par Doctolib. Mais il y en a quand même 5% qui n'y arrivent pas. Et peut-être qu'il y a une sélection, que les gens qui n'y arrivent pas changent de médecin. Moi, j'ai pas le temps, j'ai pas de secrétariat, donc je peux pas répondre au téléphone à leur place. Donc j'attends beaucoup de ce nouveau assistant. Je pense que là, vous avez mis le doigt sur un point qui est intéressant, c'est de se dire, en fait, l'IA va aussi être à l'écoute de ces patients qui ont peut-être plus de mal avec le digital, plus de mal avec les applications. En Allemagne, on y travaille, on voit déjà les résultats, on voit déjà l'impact avec des personnes âgées qui sont beaucoup plus, qui peuvent appeler à n'importe quel moment, qui peuvent même lors des pics d'appel. On connaît, je pense que toutes les personnes qui ont un cabinet voient les pics d'appel du lundi matin, notamment quand il y a un secrétariat. Et c'est un moment où en fait on va pas forcément pouvoir répondre. Donc là aussi c'est un stress de se dire il faut que je réponde très vite à tout le monde, et donc pouvoir lisser ça en se disant les personnes ont pu laisser leur message, ont pu, si c'était de la prise de rendez-vous, prendre directement le rendez-vous. C'est autant d'aides qui font que là aussi il y a du gain sur l'accès aux soins, la baisse de la charge mentale, sur l'assistant virtuel téléphonique. Là aussi on veut que ça soit disponible évidemment pour toutes les professions, pour le plus grand nombre. Pour le plus grand nombre. Donc et vous en parliez, on est impatient de l'avoir en France. On travaille pour en 2025 mettre à disposition. Donc ça, il y a des petites nouveautés qui arriveront prochainement, qui seront annoncées prochainement. Mais là également, c'est un travail de co-construction. Donc on veut prendre ce temps de créer l'outil qui est adapté aux besoins. Donc on a fait tout ce travail pour intégrer parfaitement cet outil dans la suite des solutions qu'on a déjà. Est-ce que Doctolib envisage de faire une version light de son IA de consultation qui pourrait être utilisée en mode autonome par exemple à partir d'un smartphone, par des internes en médecine lorsqu'ils font des consultations à l'hôpital au chevet du patient? Oui, c'est des choses qu'en effet on a eu beaucoup de demandes, vous m'avez mentionné, mais à l'hôpital notamment, de se dire nous on va pas avoir Doctolib médecin, logiciel clinique, mais on aimerait bien profiter de cette IA sur la prise de notes. Donc on y réfléchit. On veut privilégier une intégration parfaite dans notre suite actuelle, mais on veut aussi faire bénéficier d'autres types d'exercices. Et docteur, vous avez des connaissances peut-être soignants, kinés, psychologues ou autres qui attendent aussi l'IA pour pouvoir les aider dans leur quotidien? Alors les psychologues, mais je pense surtout aux secrétaires médicales qui peuvent être effectivement très inquiètes par l'arrivée de l'IA, et en se disant que ça va leur prendre leur travail et qu'elles vont perdre leur boulot. Mais en fait, les secrétaires peuvent évoluer, je pense, vers le métier d'assistants médicaux, et on pourrait imaginer que l'IA les aide beaucoup aussi à professionnaliser leur approche, leurs questions aux patients, pour préparer la consultation avant de voir le médecin. On pourrait imaginer une assistance par l'IA qui permettent de gagner du temps. Et puis de faire le lien ensuite avec la consultation avec le médecin. C'est-à-dire qu'on aurait un pré-interrogatoire assisté par l'IA, fait par les assistants médicaux, qui serait relié à la consultation avec le médecin, et on pourrait avoir une synthèse des deux. C'est une question, cette peur de se dire comment va évoluer mon métier, et moi, qu'est-ce que je vais faire? Je pense que vous l'avez mentionné, cette évolution des métiers, de ce qu'on fait. Je crois beaucoup le remplacement des métiers, beaucoup moins. On a un kiné qui nous disait, pour lui, l'IA finalement a le potentiel de compléter et de renforcer les compétences humaines. Et je m'étais noté cette phrase parce que je la trouvais assez belle. Et c'est peut-être intéressant aussi de se rappeler que l'IA ne remplace pas la créativité, l'empathie et toutes les compétences humaines qui sont essentielles dans les métiers. Et comme vous le disiez si bien, on va sans doute voir de nouveaux métiers évoluer et peut-être même de nouveaux rôles se créer. En tout cas, intéressant de pouvoir rappeler que tout est toujours co-construit avec les soignants, avec vous aussi beaucoup, vous nous l'avez dit, vous échangez beaucoup avec le patron, comme vous l'appelez. Et donc, c'est cette alliance aussi Doctolib, soignants, secrétaires, assistants médicaux qui va faire aussi toute la force. On voit bien ce qui existait il y a même pas un an et ce qu'on a aujourd'hui. Donc, dans un an, je pense que l'IA sera dans une deuxième génération.
Et que, non, 10 ans, c'est énorme. Hein. On n'imagine pas, finalement. Et d'ailleurs, il y a 4-5 ans, on n'imaginait pas tout ce que l'IA pourrait faire. Oui, ça va très très vite, l'IA. Hein. C'est exponentiel. Hein. Donc, 10 ans, non, je crois que personne ne peut imaginer ce que sera l'IA dans 10 ans. Dans un an, déjà, c'est compliqué. Mais déjà, on essaye de se projeter avec le travail des équipes. On se projette, mais docteur, vous avez tout à fait raison. Hein, les progrès et les capacités évoluent très très vite. Donc, je pense qu'on est très à l'écoute et on regarde justement tout ce qui est possible de faire. Aujourd'hui, les jeunes internes, les jeunes étudiants en médecine, les internes, ils utilisent beaucoup ChatGPT, ils posent des questions en direct, même pendant qu'ils sont auprès d'un patient, et ils ont la réponse. Alors, ils ont des réponses faites donc par une intelligence artificielle. Ils ne vont plus rechercher dans la bibliographie, ils posent des questions en direct. Hein. Je le vois, moi qui suis beaucoup connecté aux réseaux sociaux. Est-ce que vous utilisez ChatGPT, docteur ? Très très peu. Est-ce que vous seriez curieux peut-être d'essayer davantage ou Oui, je crois, mais je crois que les jeunes médecins le font beaucoup. Les modèles d'intelligence artificielle de recherche vont détrôner la recherche classique par Google, mais ça va être aussi le cas dans le domaine de la médecine. Et donc, il est dommage un petit peu que les jeunes médecins aujourd'hui passent par ChatGPT pour avoir des réponses à des questions médicales. Donc, on pourrait imaginer que ça soit intégré aussi à l'IA, ça. Que ce soit l'IA qui fasse la transition et qui amène une réponse sécurisée, pour éviter bien sûr la divulgation de données médicales. Donc finalement, docteur, vous l'avez dit, 10 ans, c'est loin. En tout cas, on peut imaginer que l'IA permettra, comme on l'a dit, de personnaliser davantage les traitements, d'aider lors des diagnostics et de la création peut-être d'un plan de soins, de faire disparaître, et on l'espère totalement, les fardeaux administratifs, d'offrir encore plus de qualité de soins avec plus de support à la décision clinique et un tournant aussi vers la prévention. On en a peu parlé, mais la prévention qui est un axe aussi évidemment très important. Un mot dessus pour finir ? La prévention, c'est très compliqué parce que ça vient en plus dans notre consultation. Les gens viennent pour des renouvellements, pour un problème, 2 problèmes, 3, des fois une dizaine de problèmes en même temps. Et donc, si on a le temps, il faut qu'on fasse de la prévention. Et pour faire de la prévention, il faut qu'on reprenne le dossier médical, donc ça prend un temps fou. Donc on pourrait imaginer aussi que l'IA travaille sur le dossier médical du patient et nous sorte les points de prévention à faire. Et nous voilà arrivés à la fin de ce podcast. On espère que cet épisode vous aura plu. Comme vous l'avez entendu, l'IA en santé offre un potentiel considérable. Évidemment, comme toute technologie qui est déployée, eh bien, le changement doit être accompagné. C'est grâce à vous tous qui nous regardez, soignants, patients, tous ceux qui co-construisez avec nous toutes ces innovations, qu'on avance dans le bon sens. Alors pour ça, merci. N'hésitez pas à nous laisser toutes vos questions et vos commentaires sous la vidéo. On vous lit, on vous répond. Et d'ici là, prenez soin de vous.